Bienvenue dans la Semaine Éco, votre rendez-vous hebdomadaire pour décrypter et analyser l'actualité économique en Algérie, mais aussi dans le monde également. Alors cette semaine, nous nous penchons sur un sujet important, un sujet majeur qui nous concerne tous. Il s'agit de la présentation de la loi de finances pour 2025 par le ministre des Finances, Aziz Faïd, devant l'Assemblée populaire nationale. Alors face aux députés et aux représentants du gouvernement, le ministre a exposé les grandes lignes de ce projet de loi qui dessine les perspectives économiques de l'Algérie pour les années à venir. C'est un texte qui aspire, selon le ministre, à stabiliser l'économie tout en améliorant les conditions de vie des concitoyens, et puis à travers un équilibre entre augmentation des dépenses publiques, soutien au pouvoir d'achat, création d'emplois également et développement d'infrastructures essentielles. Alors quels sont les objectifs concret de ce projet? Comment ce budget entend-il répondre aux attentes de nos concitoyens tout en respectant les impératifs de soutenabilité financière? Pour en discuter et en débattre, j'ai le plaisir d'avoir avec moi sur ce plateau Boubker Selami. Boubker Selami, vous êtes expert et analyste fiscal. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Et puis en face de vous, nous avons également avec nous sur ce plateau Mohamed Achir, docteur en économie, enseignant universitaire et également consultant d'émission. Merci à vous, M. Haché, d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Alors, avant de débattre de cette question, d'abord, revenons sur l'exposé du premier argentier du pays qui a fait cette rétrospective d'abord des dépenses publiques entre 2020 à 2024. C'était un long exposé où beaucoup de chiffres ont été fournis par le ministre des Finances. Alors, il a été question des dépenses publiques, comment soutenir l'économie face à la pandémie, en passant aussi par la stimulation de l'emploi et améliorer le pouvoir d'achat. On fait un round-up sur ce qui s'est passé hier avec Amel Bouarba. Présenté aujourd'hui à l'APN pour débat, le projet de loi de finances 2025 comporte plusieurs points forts qui ont été salués par les députés de l'APN. L'un des aspects mis en avant concerne le maintien du caractère social de l'État. Cette année, il va y avoir une augmentation du budget prévu pour le personnel avec une augmentation de 11,5%. Et ça, c'est des augmentations, bien sûr, pour maintenir le pouvoir d'achat et pour le préserver. Notamment sur le budget des transferts sociaux, on insiste à chaque fois et l'aspect social de l'État avec le soutien des produits alimentaires à consommation forte. Et bien sûr, d'autres transferts tels que l'allocation au chômage. Pas la deuxième année consécutive que le président de la République a ordonné la suppression des taxes directes sur les produits de première nécessité qui touchent directement le citoyen. Aussi, dans cette loi de finances, on retrouve que la loi de finances a donné une occasion pour que notre économie va encore diversifier. Les députés ont relevé avec satisfaction plusieurs mesures contenues dans le PLF 2025 visant le soutien de l'investissement et l'optimisation de la gestion des collectivités locales. Le plus important de cette loi, c'est qu'ils ont opté pour enlever les obstacles qu'on peut trouver chaque investisseur dans le pays, surtout l'accès au foncier, soit foncier industriel, soit foncier agriculture, aussi le financement. Et le deuxième point, le financement, il est très important. Pour une fois, cette loi a concrétisé le financement islamique. Pour une fois, il y a des nouveaux produits qui ont été entrés dans le marché. Une enveloppe allouée aux collectivités locales dans le cadre des plans communaux de développement qui résoudra à coup sûr l'ensemble des projets alloués dans toutes ces communes. Et bien sûr, pour l'amélioration des conditions de vie des citoyens. C'est une chose qui va permettre aussi aux communes de devenir des pôles économiques. Autre aspect important consacré par le PLF 2025, l'attachement de l'État à la communauté nationale établie à l'étranger. Comme vous le savez, une priorité donnée par M. le Président de la République dès le premier mandat, c'est la communauté nationale résidente à l'étranger. Beaucoup d'initiatives ont été prises au profit et au bénéfice de nos enfants qui résident à l'étranger. Et le gouvernement est dans la continuité des projets qui ont été lancés, qui continueront à être exécutés. On peut parler du milieu du transport, où il y a une priorité donnée donc, pour l'acquisition des avions, pour faciliter le déplacement de nos frères et sœurs. De la même manière, revoir un peu toutes les structures aéroportuaires,
revoir les structures portuaires pour faciliter les déplacements. Il y a des programmes qui sont lancés en termes d'enseignement de la langue arabe et pourquoi pas la langue tamazight que nous allons proposer, qui est aujourd'hui langue nationale. Donc tous ces projets, tous ces programmes qui ont été lancés depuis le premier mandat, on est sur la continuité et nous allons accompagner le gouvernement pour faciliter et redonner cette confiance qui a été installée entre les autres autorités et notre communauté installée à l'étranger. Le débat autour du projet de loi de finances 2025 se poursuivra jusqu'à mercredi 6 novembre. Il sera clôturé par les interventions des présidents des groupes parlementaires et la réponse du ministre des Finances avant le vote prévu le 13 novembre prochain. Voilà donc pour ces débats animés autour du projet, le projet le plus important qui est en débat donc en ce moment au niveau de la Chambre basse du Parlement. Alors on aura compris que la loi de finances en Algérie n'est plus une loi cantonnée à son année, l'année elle-même, mais c'est une loi qui est bien sûr articulée sur une stratégie qui va sur plusieurs années, notamment depuis 2020. Alors, première question, justement, je m'adresse à vous, Monsieur Slamy Boubker. En tenant compte du contexte de cette loi donc, de 2025, le gouvernement justifie bien sûr une augmentation substantielle des dépenses publiques. Nous sommes à hauteur de 15 275 milliards de dinars. C'est pratiquement le double que ce qui a été dépensé en 2020, c'est-à-dire il y a 5 ans déjà. Comment vous expliquez cette évolution? Nous sommes quasiment au double des dépenses que nous avions auparavant. Donc, si on parle de 2025, c'est 16 794 donc milliards. Je crois que la tendance haussière des dépenses publiques, elle se concrétise à travers cette loi de finances. Et même pour 2016, il y aura une augmentation normalement de 7% des dépenses publiques et en 2027, c'est la stabilité, une diminution de 3%. Donc cette loi de finances vient dans la même logique qui a commencé, ça fait quelques années. Par exemple, en 2024, il y a une augmentation de 30% des dépenses publiques. Donc à partir de 2024, la tendance, elle est haussière, donc il y a plus de dépenses, d'ailleurs même les augmentations de dépenses, c'est à partir de 10%, 15%, 20%, même 30% d'augmentation. On peut d'ores et déjà éliminer les 2 années de pandémie où peut-être qu'il y avait un petit ralentissement, mais à partir de la fin 2022, il y avait peut-être une augmentation. Justement, je parle à partir de 2022. 2022, l'augmentation elle est de 15% par rapport à 2021. 2023, une augmentation de 18%. 2024, une augmentation de 30%. 2025, 10%. 2026, 7%, et après, il y a une stabilité entre 2026 et 2027. Donc, cette augmentation des dépenses, elle est destinée pour booster l'économie, pour encourager les entreprises, parce qu'on est en plein décollage économique. C'est l'année de l'économie. Hein. Le président de la République avait parlé d'un début de mandat consacré justement à la problématique économique, comment justement démarrer cette activité. Bien sûr, parce que les dépenses sont destinées généralement, premièrement, à la consommation, parce que on parle de dépenses publiques pour le pouvoir d'achat des citoyens, si on parle de transferts sociaux, c'est pour encourager encore la consommation. Ça, c'est une politique publique de l'État qui est de maintenir justement les transferts sociaux. Mais il y a aussi ce pan qui est très important où on parle justement du décollage économique. Et c'est cela qui nous intéresse. Bien sûr, c'est pourquoi je parle de consommation, parce que la consommation fait bouger la production, la demande, bien sûr, ça encourage l'investissement et la production, et même, pourquoi pas, l'exportation, surtout pour les grandes entreprises. Mais il y a une chose très importante, j'aimerais bien soulever ce point, pour les recettes budgétaires, parce que c'est bien de dépenser pour on y reviendra si vous le permettez. L'économie décolle, mais pour les recettes, la cadence n'est pas la même. Exactement. Donc, ça, peut-être on va parler tout à l'heure. Mais la loi de finances 2025, la lecture du rapport, c'est une loi de finances où il y a beaucoup de mesures en faveur de l'économie nationale, en faveur du côté social. D'ailleurs, c'est un principe, et surtout dans la politique du président de la République. Donc, on voit que c'est une loi de finances caractérisée par une forte
un montant fort de dépenses publiques en général. Peut-être après, on va parler de détails. On continuera sur les autres points, notamment sur les recettes budgétaires. Je vous pose la question également, M. Achille, sur justement cette augmentation substantielle des dépenses publiques. Il y a bien sûr un intérêt stratégique derrière. Bien sûr, comme l'a dit M. Selami, la politique qui est prônée par l'État, c'est cette stabilité du pouvoir d'achat des citoyens qui, justement, nécessite des moyens et qui sont consentis par l'État. Mais il y a aussi ce besoin de développer de manière claire, précise, notre économie, la diversifier et encourager la croissance. Effectivement, l'un des objectifs d'ailleurs de la nouvelle approche de la loi organique des lois de finances de la 18-15 est de concrétiser à travers cet outil budgétaire de l'État, de concrétiser les objectifs des politiques publiques. Donc effectivement, les politiques publiques actuellement, je dirais même il y a maintenant 3 années successives, parce que c'était des lois de finances sur 3 ans, triennales, donc étaient orientées pour maintenir d'abord une certaine dynamique de croissance économique, concrétiser les politiques publiques en mettant justement les dotations budgétaires nécessaires. Et les politiques publiques qui ont été priorisées justement, d'abord nous avons la croissance économique bien entendu, nous avons le pouvoir d'achat et l'amélioration du cadre de vie du citoyen, mais aussi les pouvoirs publics ont misé sur surtout des questions stratégiques comme la sécurité alimentaire, donc des projets visant à consolider la sécurité alimentaire, à renforcer stratégique, effectivement, à renforcer notre résilience alimentaire. On a aussi la sécurité hydrique. Donc il y a eu beaucoup de projets aussi de dessalement, donc les 5 stations par exemple, de 300 000 mètres cubes, etc. Donc le projet de loi de finances, ou bien les différentes lois de finances d'abord précédentes, c'est-à-dire qu'on parle d'une complémentarité entre les exercices financiers. Tout à fait, il y a une complémentarité. Donc c'est des lois de finances qui répondent justement aux différentes étapes tracées par une politique publique à long terme. Donc, c'est important de souligner, M. Haché, c'est qu'il y a cette stratégie qui est tracée. Très bien, oui. Et c'est important de souligner cette question. Il y a cette projection, effectivement. Oui. On travaille sur 3 ans. D'ailleurs, quand on lit un peu le rapport de présentation de la loi de finances, du projet de loi de finances pour 2025, donc on a quand même une vision sur 2025, 2026 et 2027, donc sur 3 années. Et c'est ça ce qu'on appelle le cadrage macroéconomique à moyen terme. Et le cadrage macroéconomique à moyen terme, donc, il est subdivisé en cadrage budgétaire à moyen terme et en cadrage de dépenses aussi à moyen terme et de recettes à moyen terme. Donc, ces prévisions-là répondent donc aux objectifs des politiques publiques, et c'est ça même ce qui est différencié avec l'ancienne méthode avant la 18-15 qui était une méthode d'élaboration de loi de finances selon la nature des dépenses, c'est-à-dire on mobilise l'argent selon la nature, fonctionnement, investissement, etc. Mais maintenant non, donc selon des objectifs tracés déjà par les politiques publiques. Et les politiques publiques qui sont axées sur le front social d'abord, l'amélioration du cadre de vie du citoyen, l'amélioration du pouvoir d'achat. Et d'ailleurs, chaque année, maintenant depuis au moins 4 années ou bien 3 années, chaque année, on inscrit des dotations budgétaires pour augmenter les salaires, par exemple, et pour toujours protéger le pouvoir d'achat. Et on inscrit aussi des dotations budgétaires très importantes pour relancer les infrastructures de base. Parce que le pays a toujours besoin de construire des infrastructures de base pour améliorer le service public, améliorer aussi l'attractivité économique du pays. Alors il y a justement la question sur les investissements. Nous allons un peu vers le détail des dépenses qui sont concernées par cette loi de finances. Il y a d'abord concernant les investissements publics, cela mobilise, vous me corrigerez sur le chiffre, on est à hauteur de 9 815 milliards de dinars pour pas moins de 178 projets qui toucheront notamment les travaux publics, l'habitat, l'énergie. C'est des secteurs stratégiques importants. Il faut mettre de l'argent, il faut investir dans ces projets
pour justement favoriser, parce que tout tourne autour de cette croissance pour la favoriser, M. Selami. Bien sûr, il y a certains secteurs qu'il faut que l'investissement soit important par rapport à cette dynamique économique. Je crois qu'il y a le secteur de l'habitat, il y a le secteur de l'agriculture, il y a certains secteurs où il faut continuer cette dynamique parce qu'on a parlé d'une stratégie qui a commencé à partir de 2020. Donc de 2020 à 2025, il faut continuer avec la même stratégie, avec la même cadence, avec les mêmes augmentations. Pour les chiffres, oui, les chiffres, parce que les chiffres, il y a aussi la part des transferts sociaux de certaines dépenses, parce qu'il y a les dépenses directes et les dépenses indirectes qui sont dépensées à travers ces investissements. Mais le montant, il est important, et ça va rester au même niveau jusqu'à 2027. Après 2027, on verra, mais certainement, s'il y aura une dynamique économique, il y aura certainement aussi une augmentation conséquente des dépenses publiques. Vous soulevez un problème crucial, c'est-à-dire aujourd'hui les projets comme le BTP, il est important aujourd'hui, cela drainera plus de salariés, donc plus de croissance, plus d'évolution justement dans le marché de l'emploi? Bien sûr, le PTB, c'est un secteur très important parce qu'il a un lien avec tous les secteurs. Si le bâtiment va, tout va, donc c'est très important. Donc, surtout que ce secteur a certains problèmes des entreprises qui exercent dans ce secteur qui demandent à chaque fois un apport ou des dépenses supplémentaires du trésor public. Mais en général, les dépenses publiques sont très importantes. J'aimerais bien revenir sur les recettes. Les recettes, parce qu'il y a un décalage. Il y a un décalage important, il faut en parler. Le décalage, il est presque le double. On est à 8 000 milliards de recettes et on est à 16 700 milliards de dépenses. Et ça a engendré des déficits très importants. Les déficits, il est équivalent aux recettes publiques, aux recettes budgétaires. Donc, je crois que c'est un point qu'il faut voir à travers les lois de finances, les prochaines lois de finances, à travers surtout la fiscalité ordinaire, qui n'arrive même pas à couvrir les dépenses de fonctionnement. Je crois qu'il faut, sur le plan budgétaire, il y a beaucoup... Il y a encore un travail à faire, justement. Il y a un travail à faire parce que les recettes budgétaires sont stables. À partir de 2023, ils sont situés entre 8 000 jusqu'à 9 000, pas plus. Donc, même sur 5 ans, l'augmentation ne dépasse pas 1 000 milliards. Donc là, je crois qu'il faut revoir la politique budgétaire, surtout la fiscalité ordinaire. Normalement, il y aura des réformes du système fiscal pour au moins revoir ces chiffres à la hausse. Les réformes ont été engagées, c'est-à-dire qu'en matière de perception et de recouvrement, si on parle de la fiscalité ordinaire, peut-être qu'il y a eu des réformes, mais qui sont en voie peut-être de concrétisation ou encore faut-il faire encore des travaux? C'est des réformes graduelles, mais les réformes graduelles, moi je ne suis pas d'accord sur ce point parce qu'on a fait les assises de la fiscalité en 2020, il y a des propositions, mais cette politique de réforme graduelle pour la fiscalité, l'investisseur ou l'opérateur en général, il aura à chaque fois une loi de finances avec des mesures fiscales. Parce que la réforme graduelle, chaque loi de finances, il y a des changements soit des taux d'imposition, soit de certaines dispositions fiscales. Donc, normalement, une réforme profonde, générale sur une année ou 2 ans, comme ça, on aura une stabilité sur la législation fiscale et sur le système fiscal algérien. Parce qu'on doit encourager les investisseurs. Le président de la République parle de stabilité au moins pour 10 ans, pas uniquement pour la fiscalité, pour toute la législation, c'est la stabilité juridique des lois. Donc, on préfère avoir une réforme sur une année ou 2 ans, une réforme profonde, surtout la fiscalité ordinaire. Il y a beaucoup de choses à faire. On a les solutions. Les solutions existent. Il suffit de donner les moyens à l'administration fiscale et faire une réforme sur le système fiscal et je crois que le résultat, on peut avoir des résultats importants d'ici 2027. Monsieur Haché? Oui, M. Selami a soulevé quand même une question très importante. C'est une question d'équilibre, une question aussi de gestion un peu prudente de la dépense publique.
Et je pense là, effectivement, il y a un gisement très important dans l'économie. Hein. Et on en parle souvent sur ce plateau. Souvent, effectivement, donc l'économie informelle est très très importante. C'est vrai qu'actuellement, je pense, la politique publique, effectivement, a adopté une approche gradualiste, c'est-à-dire d'y aller dans une inclusion progressive de la fiscalité pour ne pas, alourdir la pression fiscale sur ceux qui paient d'abord la fiscalité, parce que le problème, il est, c'est-à-dire dans le non-recouvrement de la fiscalité. D'une part, et d'autre part, il y a aussi donc carrément une économie souterraine qui n'est pas identifiée. Parallèle, oui. Parallèle, qui n'est pas identifiée. Donc, je pense que les réformes qui sont en train de, les réformes qui sont engagées sont progressives, mais qui misent davantage sur surtout la numérisation. La numérisation comme, c'est-à-dire outil. Mais avant, pardonnez-moi, avant d'arriver vers la numérisation, il y a des mesures qui existent sur le il y a des mesures qui existent. Notamment, par exemple, pour les transactions immobilières, il y a cette imposition de payer, par exemple, par virement bancaire. C'est-à-dire peut-être que cela fait partie aussi de ces mesures, pas seulement fiscales, il y a aussi les mesures financières qui tendent justement, comme vous le disiez tout à l'heure, d'aller graduellement. C'est ça. Récupérer certaines niches. Voilà, c'est des niches fiscales importantes parfois. Et puis, c'est-à-dire, l'IFU, il y a aussi des mesures nouvelles sur l'impôt forfaitaire unique. Il y a eu déjà aussi, je pense que c'est la loi de finances complémentaire 2020 qui a institué aussi l'impôt sur la fortune. Voilà, qu'il faut. C'était une première. Hein. Oui, qu'il faut appliquer. Il n'est pas encore appliqué parce qu'on sait très bien, ça nécessite quand même un taux de cadastre très important, délivrer des titres de propriété, délivrer foncier, etc. La numérisation de l'administration des domaines, l'administration des conservations foncières. Donc ça demande un travail très important, mais il faut le faire parce que c'est un gisement très important aussi. Donc il y a actuellement aussi, il ne faut pas oublier que l'Algérie quand même, il s'est engagé volontairement dans une politique de dépenses fiscales. C'est-à-dire les avantages que présente un peu la loi 22-18 sur l'investissement, la paix, donc tout ce régime d'avantages aussi constitue en réalité des dépenses fiscales. Et ces dépenses fiscales qui sont supportées par l'État. Donc espérons que, bien sûr, avec le retour, il y aura un retour, c'est-à-dire positif, à travers justement la mise sur le terrain de tous ces projets d'investissement qui sont inscrits sur la plateforme de l'Agence algérienne de la promotion de l'investissement. Parce que d'ici là, une fois tous ces projets-là sont, c'est-à-dire en production, ça va générer, bien entendu, de la fiscalité pour l'État. Donc ça, il est supporté actuellement. En plus de ça aussi, il y a plusieurs aussi dépenses fiscales qui revient, c'est-à-dire directement, ou bien qui impactent directement le pouvoir d'achat. C'est-à-dire, on sait très bien, l'importation des viandes, par exemple, c'est prorogé jusqu'à la fin 2025. Pour les huiles végétales aussi, la matière première de transformation des huiles, c'est prorogé jusqu'à 2025. Donc toute cette TVA, taxes douanières, etc., supportée par l'État, en réalité, donc ça représente une dépense fiscale. Donc je pense, à l'avenir, on pourrait avoir toute cette fiscalité, et surtout avec la concrétisation des investissements sur le terrain. C'est-à-dire que c'est un remplacement progressif qui permettrait de souffler un peu sur la parce que si on met maintenant la pression fiscale sur les entreprises, donc on risque de ne pas réaliser la croissance économique. D'accord. Alors, il y a un autre montant que je voudrais vous exposer et peut-être en débattre aussi sur, justement, parler des allocations pour les masses salariales. Pas moins de 3 millions de travailleurs ont bénéficié jusqu'à l'heure de ces augmentations. On est aux alentours de 5 843 milliards de dinars en 2025, soit 34,79% du budget total, c'est important. Est-ce que cela illustre justement cette volonté politique de l'État, justement, d'aller vers cette amélioration logique et progressive du pouvoir d'achat des Algériens
avec les années qui arrivent? Justement, la masse salariale, elle bouffe un montant important, 5 000 milliards. La fiscalité ordinaire, elle est inférieure à 5 000 milliards. C'est pour ça que je dis que tout la fiscalité ordinaire ne couvre même pas les masse salariale. Oui. Ça, avant de vous répondre, j'aimerais bien parler de certaines niches. Parce que la loi de finances 2025 a apporté beaucoup de mesures, de mesures importantes en matière de fiscalité. On n'a pas touché à la fiscalité ordinaire, la fiscalité, les impôts qui touchent l'entreprise et les personnes, l'IRG, l'IBS, la TVA, on n'a pas touché. Mais il y a certaines dispositions qui sont importantes. La fiscalité indirecte, il y a beaucoup de mesures par rapport à la fiscalité indirecte. Droit de timbre, les amendes. Donc, on peut toucher quelques niches qui peuvent apporter beaucoup. La mesure qui concerne l'impôt forfaitaire unique, c'est une très bonne mesure. On a toujours demandé le retour à l'ancien IFU qui a été massacré en 2015. On a appliqué l'IFU à toutes les entreprises, y compris les SPL et SAL à certains moments, parce que le Trésor public avait besoin d'argent. Mais actuellement, je salue la Direction générale des impôts qui a pris ces mesures, le retour à l'ancien système de contrat, premièrement, l'augmentation du minimum d'imposition. À partir de 2026, 1er janvier 2026, c'est le retour au contrat. Donc ça, c'est très important. Et l'exclusion de certaines activités, certains contribuables qui, normalement, ne devraient pas être au régime de l'IFU. C'est des entreprises qui réalisent des chiffres d'affaires plus importants que 8 millions de dinars. Donc pour les salaires, je parle des salaires, la masse, les dépenses sont importantes, mais il y a toujours un moyen de rattraper cette dépense à travers l'exploitation de certaines niches. L'IFU, par exemple, normalement, les recettes de l'IFU ont baissé et ont chuté durant les dernières années, mais à partir de 2025 et 2026, je crois qu'il y aura une augmentation des recettes de l'IFU. Il y a la fiscalité locale. Normalement, il y a le texte qui normalement, il est devant, je crois, devant les députés. Il y a, je parle de l'agriculture. L'agriculture, l'apport de l'agriculture dans la fiscalité, c'est 0,03 milliards de dinars en 2023. Mais est-ce que vous êtes d'accord alors qu'il représente 15% du PIB. Je suis d'accord avec vous sur votre point de vue, mais on écoute M. Haché sur la question de favoriser et peut-être donner la chance à certaines filières de se développer, et peut-être ça sera fait sur le dos et peut-être aux dépens de l'État. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne trouvez pas que c'est nécessaire qu'il y ait des choix qui sont faits justement par l'État en matière de développement de certaines filières, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, et peut-être aux dépens de ses propres intérêts? Bien sûr, mais tout effort, toute dépense doit donner un résultat. S'il n'y a pas de résultat, je ne vais pas continuer dans une politique où il y a des dépenses, les dépenses fiscales. Les dépenses fiscales, normalement, c'est un investissement qui devait avoir un retour dans 3, 4, 5 ans. S'il n'y a pas de résultat, je dois changer la politique. Pourquoi actuellement, il y a, je parle de 0,03 milliards de dinars pour un secteur qui représente la deuxième place dans le PIB et qui représente 15% du PIB, je crois qu'il faut revoir cette politique. Parce que les gens ne déclarent pas. C'est vrai, je donne des avantages pour l'activité agricole, oui, mais pour le revenu. L'agriculteur doit déclarer, soit il n'a pas de revenu, soit il a un revenu. Il y a des années où il n'y a pas de déclaration. Donc c'est pour ça qu'il faut revoir. Une politique doit donner des résultats à moyen terme. Parce que les dépenses publiques, les dépenses fiscales, elles sont supportées par le Trésor public pour atteindre un objectif. C'est-à-dire que ce n'est pas indéfini. Bien sûr, pour l'agriculture, on a atteint des objectifs. Actuellement, le secteur agricole participe dans le PIB à hauteur de 15%. C'est très très important. Là, il faut quand même revoir la fiscalité agricole. Là, on est vraiment à presque néant, 0 dinar, 0,03 milliards, c'est rien du tout. Donc je crois que les dépenses fiscales doivent être révisées dans les lois de finances, les prochaines lois de finances. Il y a, par exemple, la TVA qui, le produit, il est en baisse parce qu'il y a, premièrement,
les importations, parce que la TVA, on a la TVA sur les importations avec certaines restrictions des dernières années. Donc la TVA, il y a une baisse de la TVA sur les importations. Il y a des avantages en matière de TVA, le 7% et le 0%, les exonérations et le taux réduit. Cela concerne certains produits. Hein. Mais il faut réviser, il faut revoir cette politique. J'aimerais justement écouter sur la question, M. Achir, est-ce que vous êtes d'accord sur ce besoin? On sait que cette loi de finances a été clémente en matière de fiscalité pour nos concitoyens, mais est-ce qu'aujourd'hui, il est nécessaire justement d'aller vers des prochaines lois de finances qui réviseraient, notamment pour le secteur agricole, comme l'a si bien dit M. Selami? Enfin, selon les objectifs de la politique économique du gouvernement, oui. Donc, il a des objectifs. Il y a des priorités, il y a des questions stratégiques comme la sécurité alimentaire, donc il faut une politique volontariste de l'État. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas élargir l'assiette fiscale. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce qu'on appelle les deadlines, c'est-à-dire des objectifs qu'il faudrait atteindre et qu'à partir de là... Bien sûr. Oui. La loi 1815, la loi organique des droits de finances, il parle de résultats et d'objectifs. Il faut mesurer même ces objectifs. Et c'est ça qui doit guider, en quelque sorte, la trajectoire budgétaire de l'État. La trajectoire, que ce soit de dépenses et les objectifs de recettes. Donc maintenant, pour la fiscalité, effectivement, il faut élargir l'assiette fiscale. Il faut l'élargir. Il y a un gisement très important. D'abord, on estime à 45% du PIB le secteur informel. C'est très important. Et puis, c'est vrai, la numérisation va aider un peu l'État dans ce processus de formalisation de cette économie, mais il y a aussi la facturation, il y a aussi l'agriculture en tout cas. Ce n'est pas les agriculteurs qui posent problème, mais quand on va par exemple les organiser en forme de coopérative, donc on peut avoir même une fiscalité, adaptée à la coopérative. Mais le problème, il est dans les intermédiaires, dans la distribution qui est informelle aussi, voilà, par exemple. Et donc la traçabilité de ces chaînes de distribution, par exemple, la grande distribution après. Donc tout ça, il faut prévoir une fiscalité intelligente, une fiscalité qui ne va pas alourdir bien sûr l'activité, qui ne va pas pénaliser les acteurs économiques, mais qui va au moins, c'est-à-dire récolter un minimum pour le trésor public. Et puis qui va formaliser l'activité, c'est très important, au-delà même de la recette fiscale, il y a un intérêt de formalisation de l'économie. Parce que quand on parle de la formalisation, nous avons, selon le rapport de la Banque d'Algérie de juillet 2024, donc environ 8200 milliards de dinars qui sont dans la monnaie fiduciaire. Oui, donc ça aussi, c'est très important. C'est 34% de la masse monétaire globale qui circule comme monnaie fiduciaire. Pourquoi? Parce qu'on a toute une transaction informelle. Donc tout ça, ça constitue réellement des niches et des gisements très importants pour l'État. Je pense qu'on a fait un peu le tour sur la question de la fiscalité. Je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur. Vous êtes fiscaliste, vous êtes analyste justement spécialisé sur la question. Mais il faut qu'on parle aussi d'autres chiffres qui ont été révélés par ce texte sur le projet de loi de finances, notamment le taux de croissance. Alors le taux de croissance, on en a parlé, 4,5% prévu pour 2025. Quels secteurs, au-delà des hydrocarbures, sont ciblés justement pour atteindre une croissance hors hydrocarbures, il faut souligner, de 5%. Et comment ces choix stratégiques impactent-ils les priorités budgétaires, M. Selami? Oui, bien sûr, le taux de croissance, je crois que pour le classement, il y a l'industrie, elle est en première position avec 6,2%. Il y a les services, 5%. Il y a le bâtiment, 4%, l'agriculture, 4,4%. Donc, c'est des secteurs stratégiques et importants. C'est des secteurs stratégiques parce qu'on a atteint des objectifs. Si un secteur réalise un taux de croissance de 6%, ça c'est très important. C'est ça le résultat de cette politique, la politique de dynamique économique. Il faut se baser sur ces secteurs. Donc, je reviens toujours à la fiscalité. Il ne faut pas que la fiscalité soit très lourde, mais il faut élargir. Ça, c'est très important. Oui. Tout le monde est d'accord. Donc, on doit baisser la fiscalité pour certains secteurs où la pression est forte, mais on doit toucher d'autres secteurs, d'autres activités. Donc, je crois que ces secteurs, et à mon avis, la dépense publique dans certains secteurs doit augmenter. Mais en même temps, il ne faut pas oublier qu'on a
le côté budgétaire, on a un déficit qui se creuse. Chaque année, 8 000 milliards. Sur 4 ans, 5 ans, la dette interne, elle est à 24 000 milliards. 24 milliards, c'est important. Donc, mais ça ne me fait pas peur vraiment au point où... C'est-à-dire la dette publique n'a jamais été peut-être un frein réel, c'est-à-dire dans tous les pays du monde, ce sont des concepts économiques qui sont acceptés. Aujourd'hui, l'Algérie, elle fait partie d'un ensemble où on essaie d'évoluer et de bien faire... sûr, il y a certains pays où la dette publique, où le déficit dépasse le PIB, et de plus de 100%. Et cela n'empêche pas que les pays tracent des objectifs de croissance. Moi, je dis toujours qu'il faut voir avec les mesures sur le plan macroéconomique, mais il ne faut pas oublier le côté budgétaire. Absolument. Parce que dans 5-6 ans, si on continue comme ça, mais les solutions existent. C'est pourquoi je vous dis que ça ne me fait pas peur. Il y a une réforme fiscale qui peut absorber ce déficit au bout de 7-8 ans, il n'y a pas de problème. Mais il faut toujours prendre des mesures parce qu'on a les moyens. Il manque... je reviens à la Direction générale des impôts, un budget de 67 Ça me tient à cœur, hein, monsieur Selami. Bien sûr, ça me tient à cœur, c'est un cri du cœur. Parce que j'appartiens à cette institution. Oui. Elle a les compétences, elle a la volonté, il faut donner les moyens. Les moyens pour travailler. On ne peut pas demander à l'administration fiscale de collecter l'impôt plus de 8 000 milliards pour atteindre, je ne sais pas un chiffre, mais elle n'a pas les moyens. Donc donner les moyens à l'administration fiscale, réformer le système fiscal, et là, on réalise des objectifs sans contrainte. C'est ça le problème. Alors, la question de la croissance, M. Haché, je vous pose la même question. Il y a des secteurs qui sont pourvoyeurs, hein, si je peux appeler les choses comme ça, hein, 4,5% en 2025. Votre avis sur la question? Oui, ça se traduit par toujours cette politique des encres contracycliques depuis 2020 et qui a relancé beaucoup de projets. Et il y a eu un dégel aussi, je pense, de plus de 900 projets, hein, de projets d'infrastructure. Hein. Donc, la valeur des investissements en cours, financés par le Trésor s'élève à 5 970 milliards de dinars. Ça, c'est la valeur des investissements en cours actuellement. C'est des investissements qu'on peut trouver donc, dans 11 secteurs économiques. Donc le secteur, par exemple, de l'eau, le dessalement, le secteur de la construction, des logements, des infrastructures de base, etc., la voie ferrée, donc l'élargissement des voies ferrées comme le projet de Raraj Bilet, avec la ligne de 900 km, le métro d'Alger, donc Sonalgaz aussi, qui fait un travail aussi pour alimenter en électricité les agriculteurs. Donc tout ça, donc un volume d'investissement très important, sans oublier bien sûr dans la santé, mais télécommunications, Algérie Télécom qui investit continuellement. Oui. Donc 5 970 milliards de dinars. Donc automatiquement, c'est vrai que c'est une demande publique, c'est un investissement public, mais ça va booster la croissance économique. Donc, et puis, cette croissance économique aussi, elle crée de l'emploi, elle crée de la richesse, elle crée de la fiscalité, elle améliore la compétitivité structurelle de l'économie, parce que donc, ça donne un environnement très attractif, elle améliore le cadre de vie des citoyens. Donc voilà un peu la politique économique de l'État. C'est-à-dire il y a aussi ce besoin de pérenniser ce principe de croissance en investissant des sommes très importantes, des budgets qui sont engloutis justement dans tout ce qui est investissement d'infrastructures de base et certains secteurs clés comme le BTP. Vouloir pérenniser cette croissance sur les années à venir, ça fait partie justement de cette stratégie qui est amorcée? Tout à fait, c'est ça même la stratégie. Dynamiser la croissance économique à travers l'investissement public. Pérenniser surtout. Hein. Et pérenniser bien sûr. Puis maintenant, on se dirige surtout davantage vers des investissements publics qui impactent directement la croissance économique, qui améliorent directement l'attractivité économique du pays. Oui. En plus de ça, donc c'est une politique aussi, bien sûr, de demande, mais demande globale. Donc c'est une politique, disons, certes expansionniste sur le plan budgétaire, mais qui pourrait maintenant avoir un bon retour sur investissement. Pourquoi ?
contrairement aux années précédentes, hein, je parlais des années surtout 2000. Pourquoi? Parce que maintenant, on a une certaine intégration dans les secteurs. Quand je finance maintenant, par exemple, 2 millions de logements, et que ce logement est à 100% algérien, donc cela veut dire que cette dépense publique va créer un effet d'entraînement pour plusieurs secteurs d'activité, plusieurs entreprises. Oui. Donc ça crée un effet d'entraînement. Et quand j'améliore les voies de transport, surtout le transport ferroviaire, c'est très très important. Le dessalement aussi de l'eau de mer, c'est-à-dire comme une sécurité d'abord, parce que l'eau c'est stratégique pour un pays. Oui. Donc voilà, il y a quand même un ciblage qualitatif des projets d'investissement actuellement, mais il faut rester prudent. Voilà, par exemple, sur la réalisation dans les délais des projets, les résultats. C'est-à-dire la rigueur dans la réalisation des projets. Il ne faut pas qu'on reproduise un peu les projets interminables qui duraient des ans, qui duraient plus, avec des avenants, avec plusieurs avenants, etc. Donc il faut y aller vers l'efficacité de la dépense budgétaire. J'aimerais justement, parce que le temps passe très vite, hein, on n'aura pas peut-être l'occasion de parler de tous les aspects de cette loi, parce qu'on est en train d'aborder les aspects macroéconomiques et en particulier certains chiffres qui nous ont interpellés, notamment le fait que l'Algérie épargne aussi hein, sur les différents exercices budgétaires. Si vous le permettez, j'aimerais que nous commentions ensemble les chiffres concernant les réserves de change. Ça a été aussi abordé dans ce texte, sans or bien sûr. Cela a été projeté à hauteur de 72 milliards de dollars pour 2024, ce qui représente pas moins de 15,9 mois d'importation. Comment l'Algérie envisage-t-elle d'assurer la pérennité de ces réserves? C'est un sujet qui est cité régulièrement par le président de la République sur ces réserves qui ont été à un moment donné, qui ont fondu, hein, il faut le rappeler. Aujourd'hui, l'Algérie récupère justement cette épargne et cela renforce aussi un aspect de notre économie. Bien sûr, oui. Bon, les réserves de change, premièrement, il faut maintenir un certain niveau de réserve de change qui nous assure les importations pour une durée bien déterminée. Nous sommes à presque 16 mois d'importation. Mais en même temps, il ne faut pas freiner les importations pour certains secteurs. Il y a des secteurs qui ont besoin de produits importés. On ne peut pas, ça a été, bon, il y avait des mesures qui ont été prises pour freiner un peu les importations, ça a bloqué certains producteurs, donc il faut un équilibre. Cela a été levé de manière très claire lors d'un dernier conseil des ministres par le président qui avait souligné qu'il s'agit aussi de favoriser des importations, notamment pour les intrants, pour ne pas bloquer le processus de production. De production, exactement. Absolument. Donc il faut, d'un côté, il faut augmenter nos exportations. Bon, il y a les exportations des hydrocarbures où on ne maîtrise pas à 100% parce qu'il y a le marché mondial, il y a les prix qui ne sont pas, donc c'est le marché. La quantité aussi, on a une quantité bien déterminée. Il y a les taux de change du dollar, mais il faut augmenter les exportations hors hydrocarbures. D'ailleurs, c'est la politique de M. le Président de la République. Avec l'investissement, la loi sur l'investissement et l'importance des projets d'investissement qui dépassent les 8000 projets jusqu'à présent, je crois que ces projets vont créer des produits qui peuvent être exportés. Donc il y a l'augmentation des exportations et la bonne gestion de nos réserves de change. D'ailleurs, je pense qu'il y a un projet pour augmenter l'allocation touristique. Donc il y aura quand même une... c'est une visibilité sur... Oui, bien sûr. Donc il faut augmenter les exportations, il faut garder cet équilibre entre le besoin national, de l'économie nationale en matière d'importation, mais en même temps, il faut savoir quoi importer et combien importer. Très bien. Monsieur Hachel, également sur la question des réserves de change. Oui, je pense on est à 16 mois d'importation. J'ai été un peu plus précis, 15,9, c'est pratiquement 16 mois, oui. Voilà, donc c'est quand même, c'est-à-dire, c'est confortable. Donc, oui. C'est une marge confortable pour... Confortable, oui, c'est une marge confortable pour l'économie algérienne. Donc je pense qu'il y a un suivi quand même très prudent de la balance des paiements par rapport justement
cet équilibre entre les importations et les exportations. Justement, la question d'équilibre, elle est importante. Vous parlez de la balance, moi je vous parle de la balance commerciale qui devrait afficher un excédent de 2,8 milliards de dollars pour 2024. Hein, juste pour rester sur la rétrospective qu'avait faite aussi l'Aziz Faïd dans son exposé, elle est en recul par rapport à 2023 où on affichait les 6,4. Quelles sont pour vous les causes justement de ce recul? Comment on arrive à faire cet équilibre? Enfin, les causes, c'est fondamentalement lié aux exportations des hydrocarbures. Donc, c'est le prix du pétrole et le prix du gaz aussi. Hein, oui. Surtout le prix du gaz. Le prix du gaz, oui. Et il y a eu une baisse du prix du gaz en 2023, ce qui a impacté un peu le niveau des exportations des hydrocarbures. Entre les 2 dernières années. Donc, c'est lié, c'est une variable externe, c'est lié au marché extérieur, hein, au marché de cotation du pétrole. Donc, et puis c'est lié aussi, hein, c'était parce que la variable, le prix du pétrole est un fondamental même dans l'économie mondiale. C'est lié à la croissance, à la géopolitique, à plusieurs variables. Hein. La question c'est comment on arrive à tenir. Justement, on est prudent maintenant, effectivement, on est prudent parce que il ne faut pas oublier que les importations n'ont pas dépassé les 42 milliards de dollars. Exact. Donc cela aussi, ça a maintenu un peu cet équilibre relatif au niveau de la balance des paiements. Mais il faut diversifier davantage des exportations en hydrocarbures. Donc c'est ça, je pense, l'objectif aussi des pouvoirs publics, c'est de diversifier ces exportations. Parce que aussi le fait de maintenir le prix du brut, selon l'indice de référence à $60 le baril, contre un prix de marché moyen qui est aux alentours de $70, est-ce que cela contribue peut-être aussi dans cette stratégie de pouvoir d'avoir ce recul sur, oui, je pense un prix fiscal à $60, à 60, oui, $60, oui. Et un prix de marché à $70 reste prudent. Donc c'est un prix prudent parce que selon les rapports, les prévisions, que ce soit de l'Agence internationale de l'énergie, du FMI, la Banque mondiale, de l'OPEP, donc le prix ne va pas baisser quand même à ce niveau de $70. Donc il y a une marge, c'est-à-dire entre 70 et 80. On peut l'appeler la marge de la prudence. Donc c'est prudent. Donc le fait déjà, c'est-à-dire les hypothèses sur lesquelles le cadrage budgétaire à moyen terme s'est fixé, donc reste disons prudentiel. Mais les solutions structurelles qu'il faut privilégier, c'est-à-dire il ne faut pas rester dépendant de l'exportation des hydrocarbures. Et d'où il ne faut pas rester aussi dépendant de la fiscalité pétrolière. On a environ 3500 aussi milliards de dinars de prévisions de fiscalité pétrolière. Et là, il faut imaginer qu'un retour, un contre-choc du pétrole. On l'a vécu en 2020. C'était des prix qui ont chuté de manière drastique. Je pense le Sahara Bled, prix de référence du pétrole algérien, c'est vendu à $11 en 2020, avril 2020. Donc, voilà des situations un peu risquées. Donc il faut continuer dans bien sûr, cette politique de diversification de l'économie. Nous n'avons pas le choix. On n'a pas le choix. Et puis surtout, remplacer progressivement certaines importations. Et le président de la République, par exemple, a décidé de ne pas importer le blé dur en 2025. Donc ça va nous faire des économies. Absolument. Et parce que la production locale aussi va remplacer cette importation. Donc la substitution aux importations, surtout dans certaines filières dont le pays dispose d'un potentiel énorme, il faut accélérer cette substitution. Que ce soit le lait, les céréales, en tout cas tous les produits stratégiques, y compris la matière première de production d'huile de table aussi qu'on importe. Mais avec aussi une dépense fiscale, parce qu'on a exonéré encore jusqu'à la fin de l'année encore. Donc, mais aussi, on est en train aussi de subventionner même certains produits comme la viande blanche, la viande rouge. Donc, tout ça, normalement, donc ça doit être une production locale. J'aimerais, parce qu'il nous reste vraiment très peu de temps, je vous laisse le dernier mot pour vous, justement réagir sur les perspectives de cette loi de finances. Je sais que la question, elle est un peu générale, mais mis à part la fiscalité dont vous avez parlé tout à l'heure, est-ce que vous pensez que cette loi de finances pourrait donner une visibilité beaucoup plus
clémente en matière de recouvrement et peut-être alléger aussi les dépenses publiques sur les 3 prochaines années? Oui, bien sûr. S'il y a les ajustements dont vous parliez tout à l'heure. Hein. Les dépenses sont importantes et on doit continuer dans cette stratégie. On n'a pas le choix. Il faut continuer à financer l'économie pour une dynamique très importante. Il y a certains points dont j'ai parlé. Il y a des mesures importantes. L'allègement de la fiscalité des entreprises et des personnes. Il y a d'autres niches qui ont été exploitées, la fiscalité indirecte par exemple, et les pénalités, les sanctions, les amendes, etc. Ça c'est important, c'est une très bonne chose. Il y a des mesures aussi, mais il faut soulever le montant, l'augmentation du montant des transferts sociaux, le déficit, la dette publique, mais ça se peut rattraper sur les exercices suivants, sur les années suivantes, avec un effort important. Pourquoi je parle de la fiscalité? La fiscalité, surtout la fiscalité ordinaire, c'est la solution. On n'a pas d'autre solution de financement du budget de l'État. C'est un projet de dynamique économique. On a besoin d'argent. Donc, il faut trouver les moyens. Monsieur Hacher a parlé de la fiscalité des hydrocarbures. C'est une fiscalité qui n'est pas stable. Qu'on ne maîtrise pas, bien sûr. On ne maîtrise pas et qu'elle n'est pas stable. Donc, il faut travailler sur ce volet. C'est très, très important. On a les moyens, on a les compétences. Il faut mettre le paquet pour au moins garantir une stabilité sur les recettes budgétaires. Alors, merci à vous, messieurs. Je rappelle encore une fois que le projet de loi de finances est toujours en débat à l'APN. La commission finances et budget de l'APN avait émis quelques amendements. On citera par exemple les prix des vignettes automobiles qui ont été soulevés, notamment aussi une taxe concernant le tabac aussi qui a été soulevée par les députés. En attendant bien sûr les prochains jours et prochains débats avec bien sûr l'intervention à la fin du premier argentier du pays. Merci encore une fois messieurs. Selami Boubker, expert analyste fiscal, merci d'avoir été avec nous pour cette émission. Et puis en face de vous, Mohamed Hacher, docteur en économie, enseignant universitaire et consultant d'émission. Merci encore une fois pour vos éclairages sur cette question et on aura bien sûr l'occasion de revenir sur la loi de finances et ce projet qui est toujours en débat à l'APN en attendant son exposé à la Chambre haute du Parlement. Merci à tous, très bonne soirée.